Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Merci d'être ici, d'avoir répondu à notre proposition. La proposition venant de 5 associations qui ont co-organisé cette réunion. La coordination Eau Île-de-France, l'association Eau, France et Liberté, le MNLE et Utopia. Nous venons de voir des images émouvantes d'un pays, le Brésil, de Danielle Mitterrand, une dame qui nous a ouvert le chemin, une dame qui nous a tendu la main et qui nous a accompagnés sur une route de la liberté, sur une route de la tolérance, sur une route humaine et sociale. J'ai une image en tête de Jean-Luc à Strasbourg, en décembre 2010, où Danielle Mitterrand avait répondu à une invitation des députés européens. Et cette image de Jean-Luc, très tendre, admiratif, c'est lui qui le dira. Et je me rappelle d'avoir cette douceur de conversation entre Daniel et Jean-Luc qui m'a touché et qui m'a ému. Est-ce que l'engagement de Danielle Mitterrand est un message, bien sûr, mais est-ce que ça nous permet de pouvoir aller plus loin? Et est-ce que c'est un modèle pour vous, Jean-Luc? Je pense qu'on rencontre tous dans la vie des êtres qui, par leur manière d'être, vous transforment. Vous les écoutez différemment que vous le feriez avec d'autres. Et Danielle Mitterrand avait une espèce de lumière intérieure. Dans ma vie, j'en ai rencontré comme ça quelques-uns, souvent des femmes. Tiens, ça me vient à l'esprit parce qu'à mesure que je vous parle, j'évoque des visages. Je vois le visage de Colette Audry, qui était une militante féministe tout à fait hors du commun et qui m'a éduqué sur ce sujet. Et bien sûr, Danielle Mitterrand. Et Danielle Mitterrand, comme beaucoup d'entre nous ici, était une militante. Et à la fin de ses jours, la cause qu'elle a épousée était une cause qui avait un caractère radicalement universel. Je ne veux pas méjuger les autres causes, hein, mais je veux dire qu'on n'est plus la même personne quand on prend en charge quelque chose qui est universel, qui est vrai par quelque bout que vous le preniez. Quel que soit le côté par lequel vous prenez la question de l'eau, de toute façon, vous parlez d'un bien commun, de toute façon, vous parlez de la vie elle-même. Et quand on est habité par une idée de cette nature, soi-même, on se transforme. J'imagine que c'est ça qui lui est arrivé. Une femme qui n'avait plus rien à prouver, qui n'attendait rien, ni aucun honneur, elle les avait tous eus, qui avait une grandeur de caractère que chacun peut deviner aux actes de sa vie. Mais elle était transformée de l'intérieur et donc elle rayonnait. Pardon si tout ça vous paraît un peu à la limite de la raison, mais c'est toujours un discours raisonnable que de reconnaître les choses comme elles sont. Voilà. Et je nous souhaite à tous de mener cette sorte de vie et de maintenir en nous, allumer la flamme qui nous permet peut-être de lui ressembler pour la part qu'elle avait, elle, à donner aux autres. Le reste, je ne vivais pas avec elle, je ne savais pas comment elle était. D'autres sont beaucoup plus proches, comme Lélanie Poilane ou d'autres qui ont été au contact du travail quotidien avec elle. Mais retenons cette leçon. Voilà, alors tu me dis d'où avec elle. Oui, je pense que ça venait d'elle et qu'elle avait réussi à trouver la porte d'accès à ça en moi. Merci. Plusieurs intervenants vont donc poser des questions. Le premier intervenant de France Liberté, Pedro Arroyo, président de l'association Eau, Rivière et Peuple en Espagne, professeur à l'université de Saragosse. Et il y a aujourd'hui, j'en profite, tout le mois de mars, une exposition à Aubagne sur ce qui s'appelle d'ailleurs Eau, Rivière et Peuple. Je vous laisse la parole. Merci monsieur, merci aux organisateurs, merci monsieur Mélenchon. C'est un honneur pour moi. La question c'est, tant si vous êtes élu à la présidence de la République comme si vous ne l'êtes pas, concernant Rio+20, est-ce que vous soutiendrez notre demande de construire, de débattre un bilan? C'est quelque chose d'évident, mais on ne le réussit pas.
un bilan de ces 20 années, de ces 20 ans, de façon à ce qu'on puisse, je pense que ça demanderait d'une nouvelle approche, à construire une nouvelle approche sur la base de la justice environnementale, de la gestion démocratique et intégrée, au lieu d'approfondir la mythification du marché avec un nouveau terme de mode, l'économie verte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci de la question. Parce que mais elle touche tout de suite à plusieurs registres. D'abord, il y a la question du bilan et de l'observation que vous faites aussitôt. La question du bilan et de l'observation que vous faites aussitôt, et vous dites on n'arrive pas à l'avoir. Donc première question, pourquoi n'arrive-t-on pas à l'avoir? Bon, la réponse, on la connaît. Parce que si on devait faire le bilan de Rio plus 20, c'est pas que dans ce domaine qu'on s'apercevrait qu'on a beaucoup tourné en rond et qu'on s'est heurté à chaque fois au même type de forces. Ce sont les forces de l'argent qui n'ont pas intérêt à ce que soit élucidé le caractère particulier des biens communs. Et se sont emparés de tous les leviers qui pensent la question. Premier élément. Deuxième élément, il faut aussi le dire avec honnêteté. Donc j'ai commencé par poser l'obstacle matériel, les puissances auxquelles nous affrontons, hein, car tout ça ce sont des difficultés qui ont des visages et des adresses, en quelque sorte. La deuxième difficulté aussi, c'est une culture commune insuffisamment consciente du problème. J'ai été, dans mon jeune âge, quand on faisait des leçons de matérialisme et même de marxisme, on faisait toujours la remarque qu'il y avait les valeurs d'échange et les valeurs d'usage. Alors, quand on nous avait bien expliqué ce qu'étaient les deux, on essayait de prendre des exemples. Alors, une chose a une valeur d'échange, mais n'a pas de... a une valeur d'usage, mais n'a pas de valeur d'échange. Alors, quel exemple prenait-on? Quelque chose qui a une valeur d'usage, mais qui n'a pas de valeur d'échange. Tout le monde se grattait la tête pour essayer de trouver la bonne réponse qui allait convenir à nos dirigeants. Et il y avait toujours un gros malin qui trouvait la réponse avant tous les autres. La première idée, c'était l'eau. Ah ben oui, l'eau, ça a une valeur d'usage, mais ça n'a pas de valeur d'échange. Alors quelqu'un disait, oui, mais il y a l'eau minérale. Oui, mais c'est spécial. L'eau n'a pas de valeur d'échange. Donc pendant des décennies, y compris nous à gauche, nous avons vécu dans l'ignorance et l'aveuglement par rapport au fait qu'il y a dans l'activité humaine une prédation et que donc nous sommes impliqués dans un cycle duquel nous ne pouvons pas nous extraire. Mais nous n'en étions pas conscients parce que à ce moment-là, la dette écologique n'était pas creusée comme elle l'est aujourd'hui. Et pourquoi je viens sur la dette écologique? Parce que non seulement, je vais poser trois réponses, hein, et pas simplement vous dire oui monsieur je suis d'accord, on va faire un bilan et comme ça vous repartez content et moi aussi en me disant tiens j'ai fait la bonne réponse et j'ai eu mon caramel. La question du bilan est une question d'une extraordinaire importance et d'abord pour mon pays. Je vais vous dire pourquoi. Je vais complètement changer presque de registre mais pour mieux montrer la gravité de l'affaire. En ce moment, dans quelques cénacles, on discute de politique de défense. Apparemment, ça n'a aucun rapport. Hein. Bon. Et alors, bon, dans ces réunions, c'est lamentable. Hein. Tout le monde veut rester dans l'OTAN. Enfin, je vous parle sur le reste parce que ce n'est pas le sujet à cet instant. Mais c'est misérable. À droite comme à gauche. Enfin, à gauche. Enfin, l'autre gauche. Non, la gauche, pas nous, quoi. Bon. Et moi, j'ai produit un texte où j'ai dit il y a deux bifurcations qui s'opèrent dans le monde. La première, elle est géopolitique. Les États-Unis d'Amérique vont passer de la première à la dernière place parce que leur hégémonie ne repose plus que sur l'avantage militaire. Je mets ça de côté. Et la deuxième bifurcation, c'est que les sources de risque les plus grandes qui apparaissent ne résultent pas du terrorisme et de toutes ces questions qui ont été mises en avant par les paranoïaques des États-Unis d'Amérique, mais du problème de l'accès aux ressources essentielles et de leur dénaturation. Et je considère donc que c'est une question qui est devenue une question stratégique, qu'on doit donc impliquer comme une question de notre diplomatie avant d'être une question de défense. Mais qu'on doit l'intégrer, et c'est la raison pour laquelle je me réclame d'un système de diplomatie et de défense altermondialiste. Je suis donc pour rompre l'alliance privilégiée avec les États-Unis d'Amérique et construire une autre alliance avec notamment les nations émergentes qui, elles, fortes de notre bilan, ou plus exactement de la masse de nos erreurs, est capable de comprendre qu'il faudrait commencer par ces questions-là au lieu de finir avec elles. S'agissant de la question de l'eau en particulier, si vous me permettez,
Je pense que le concept qui est en adéquation avec la question de l'eau, c'est le concept de planification écologique que nous avons mis au centre de notre programme. Je ne vais pas là vous détailler, je renvoie les personnes que ça intéresse au film du meeting que j'ai tenu hier soir à Clermont-Ferrand, puisque j'ai passé 40 minutes à expliquer ça. Mais je vais venir juste sur un point. Pourquoi c'est adapté? Parce que la planification, ça revient à mettre du temps long et débarrasser l'action publique du temps court. Les libéraux planifient à quelle année vous n'aurez plus votre retraite, en quelle année vous n'aurez plus le droit de vous soigner, en quelle année vous n'irez plus à l'école publique, etc. Bon. Et nous devons planifier, mais avec l'idée que la planification est la manière d'introduire le temps long dans la gestion publique. Et le temps long, c'est le temps du cycle de l'eau. Nous ne devons pas nous arrêter à l'eau à l'instant T, le moment où nous la prélevons, le moment où nous la buvons. Nous devons la considérer comme un cycle. Et c'est ça qui nous permet de comprendre que ce n'est pas l'eau qui s'approprie, c'est le cycle. Et cette manière de poser le problème nous permet de situer où sont les enjeux tout le long du cycle de l'eau. Le moment où l'eau est dans la nappe phréatique, où on le remonte. Qui remonte ou qui possède, qui décide. À chaque étape, on a les questions du pouvoir et de la propriété. Ensuite, elle va être distribuée. Comment, à quelles conditions? Qu'est-ce que nous gérons? L'usage ou le mésusage? Ensuite, elle va être, d'une manière ou d'une autre, restituée. Ou plus exactement, on s'en sera débarrassé. Comment? À quel prix? Qui paye? Qui décide? Et cette eau, on va l'avoir recueillie parce qu'elle tombe du ciel. Elle traverse l'air. La question de l'air est liée à la question de l'eau. Donc, des gaz à effet de serre et des émissions de CO2. Et quand elle va aller dans la terre, on va tomber sur la question des pesticides et de l'usage que nous faisons des terres agricoles qui consomment le 90% de l'eau qui est consommée avec l'industrie. Donc, ça fait beaucoup de donc dans un discours, mais c'est pour aller plus vite. Comme a dit un professeur, donc est de la métaphysique. Parce que comme vous ne faites pas la démonstration, vous supposez que tout le monde est d'accord. C'est une affirmation donc. Hein. Donc, nous voilà rendus au point où nous arrivons à situer des objets et des indicateurs. Le cadre, la planification écologique. Ensuite, le caractère de la propriété. Comme il s'agit d'un bien commun, en tout cas c'est l'analyse que nous en faisons, sa gestion ne peut procéder que du collectif. C'est l'idée que nous en faisons. Et cette gestion se fait dans le cadre de la planification. Et enfin, nous pourrions poser comme règle, qui s'appliquera tout au long des questions qu'on voudra bien me poser, que comme nous sommes partisans d'une politique de la demande, nous voulons l'orienter, cette politique de la demande. Nous ne sommes pas des sociodémocrates à l'ancienne qui disent nous allons partager les fruits de la croissance, donc il faut qu'il y ait de la croissance, n'importe quoi, n'importe comment, produire n'importe où, bon, et en faire de la publicité et de l'innovation pour que ça fonctionne. Non. Nous devons donc orienter la demande, notamment en faisant la révolution culturelle sur les usages. Ne pas accepter l'idée que ce que l'on veut distribuer à tous, ce sont les modes culturels de consommation ostentatoire qui est le propre des riches, qui sont des irresponsables par nature, car l'accumulation rend irresponsable. Hein, ce n'est pas une accusation personnelle que je fais, c'est une accusation qui est liée à leur statut. La richesse rend irresponsable. Et donc, modifier les comportements est à une importance, je ne dis pas de même niveau que celle qui touche à la propriété ou à la compréhension, mais elle a une importance. Et pour que tout le monde le comprenne et qu'on n'aille pas inventer je ne sais quel comité théodule qui déciderait comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit manger pour être écologiquement conforme et aller culpabiliser tout le monde. L'écologie punitive, ça ne marchera jamais. Hein. Mais la responsabilité individuelle, oui. Et je vais finir là-dessus. Le maître mot pour nous de la planification écologique, c'est la règle verte que je propose d'introduire dans la Constitution plutôt que la règle d'or qui, elle, ne sert à rien. Et qui est une espèce de lubie salazariste. Bon. La règle verte, ça consisterait à dire la France décide de mettre dans sa constitution que dorénavant, puisque c'est un pays de planification écologique, que ça veut être la première nation écologique du monde, dorénavant, la France va éteindre sa dette écologique. Et on va donc comme ça reprendre tous les processus, tous sans exception, de production, d'échange. Et on va à chaque fois poser la question de savoir comment on règle la dette qui résulte de cette activité. Et si on s'aperçoit qu'il n'y a pas moyen de régler cette dette, alors on doit commencer à se poser des questions sur l'utilité sociale réelle de ce que nous entreprenons et qui est irrecouvrable du point de vue du seul écosystème dont on dispose. Voilà, j'ai essayé, pardon, j'étais un peu long, mais de résumer comment je réponds à la question de qui possède, qui décide et de la place particulière du bilan. Donc je l'affirme, le bilan est un enjeu et nous aurons un mal de chien à l'obtenir.
parce que les puissances que nous bouleversons et qui n'ont pas intérêt au bilan, eh ben, aujourd'hui sont considérables et elles ont un nom, c'est naturellement les puissances de l'argent, de la finance. Et je termine sur le mot de la question finale. Je vais le résumer, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Le capitalisme vert est impossible. Ce n'est pas le vert qui est le problème, c'est le capitalisme, hein, dans le capitalisme vert. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne va pas être trop long. Mais ça se comprend très rapidement. Ce n'est pas une affaire de bonne ou mauvaise volonté, de complot, tout ça, ce n'est pas ça le sujet. Le capitalisme de notre époque, c'est un capitalisme financier transnationalisé et qui exige de très hauts niveaux de rendement. Là où autrefois dans l'industrie, ils se contentaient du 3, du 4%, maintenant ils réclament du 10, du 12, du 15, du 20. Cette prédation, plus un modèle de management à court terme qui fait que toutes les entreprises rendent des comptes tous les 3 mois, d'accord, fait qu'ils s'interdisent la pensée du long terme qui, elle, nécessite des investissements longs. Et pourquoi ils se l'interdisent? Parce qu'il s'agit de prendre tout de suite et vite. Et donc, il n'y a pas place pour eux pour consommer une partie du bénéfice réalisé en investissement, surtout dans les domaines où l'investissement et la dose capitalistique de l'activité est très élevée. Voilà la raison pour laquelle, par exemple, cette année, ils ont donné 290 milliards d'euros entre eux, répartis en dividendes, et sur les bénéfices, seulement 190 milliards qui, eux, sont allés dans l'investissement. Par conséquent, le capitalisme de notre temps, à supposer que celui d'avant était autre chose, mais le nôtre, celui de notre temps, celui que nous affrontons, le capitalisme réel, pas celui auquel on pourrait rêver, hein, s'il y avait de la régulation, et compagnie, hein. Le capitalisme réel est un capitalisme nécessairement irresponsable et environnementalement dangereux. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de capitalisme vert. Ce n'est pas un procès d'intention que je fais. De la même manière, il n'y a pas d'économie verte, il y a une planification écologique. Mais une économie verte, ça ne veut rien dire, pour la raison que ce qui est produit est nécessairement une prédation qui devrait être compensée par une reconstitution. Donc ce que nous avons à gérer, ça n'est pas la perfection, c'est le cycle qui permet de remettre les compteurs à zéro continuellement, chacun faisant son boulot. Nous, les êtres humains, il faut bien qu'on vive. Donc nous produisons et reproduisons notre existence matérielle, et le système, lui, se charge de se régénérer. Il faut que les deux soient synchrones. Merci. Donc, c'est le catalogue de l'exposition, je traduis, coproduit avec Daniel. Un mot, j'ai parlé du poids des marchands et des capitalistes, et sur mon papier, j'avais marqué un mot que je ne vous ai pas dit. Débarrasser du poids, j'ai pris une petite note tout à l'heure dans le train, des marchands, et j'avais oublié, et des corrompus. Donc, puisque le mot « donc » est à l'honneur aujourd'hui, nous allons poursuivre le cycle des interviews. Et je propose à Madame Bibiana Salazar, avocate, juriste, responsable du réseau usager des eaux en Colombie, qui milite et se bat pour la défense de la gestion du droit à l'eau. La question va rester bien évidemment sur l'international. Un cadre international pour l'eau. Je vous laisse la parole et la traduction. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un placer compartir este espacio con el candidato. Quisiera preguntarle, y es una pregunta desde los movimientos sociales. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour le candidat, et c'est une question que j'aimerais poser au candidat à la présidence, a partir d'une perspective des mouvements sociaux. Bueno, desde los movimientos insistimos en que el Consejo Mundial no es un espacio ni legal ni legítimo para tomar decisiones con relación a la política mundial del agua. Donc à partir des mouvements sociaux, nous exigeons et nous pensons déjà que le Conseil mondial de l'eau n'est pas un endroit qui a la légitimité pour pouvoir décider par rapport à la politique mondiale de l'eau. Por eso desde los movimientos exigimos entonces un espacio, una nueva institucionalidad y un nuevo marco jurídico que tenga como principio dos cosas. El agua es un derecho humano, el agua es un bien público. Donc à partir des mouvements sociaux, nous exigeons que, sur les principes de la participation et de la démocratie, un nouveau cadre juridique qui prenne en compte le fait que l'eau est un droit humain fondamental.
Pero además exigimos que esta nueva política y esta nueva institucionalidad prohíba, termine, acabe con los procesos de privatización y mercantilización del agua. Donc à partir de là, les mouvements sociaux demandent, exigent qu'il y ait un changement des paradigmes et qu'on prohibe, on interdise de la marchandisation et la financiarisation de l'eau. Por eso queremos preguntarle, y pues en este caso en particular, yo que soy activista en defensa del agua, si usted fuera elegido presidente, entonces, ¿cómo podría proponer, contribuir y construir una nueva institucionalidad para una elaboración de una política pública participativa y pluralista del agua? Donc en tant que juriste et militante pour les droits humains, et je vous pose la question, monsieur le candidat, et comment pouvez-vous nous appuyer pour dissoudre le Conseil mondial de l'eau et construire, faire émerger une nouvelle instance internationale participative et démocratique qui représente les droits de nous tous? Merci. Bueno, muchas gracias. Hay que traducir de francés a español. No voy a contestar en castellano porque aquí nadie lo habla, sino yo. No, por respecto a los compañeros, mira, es una campaña electoral en Francia. Oh. Bon. Moi, je reviens français alors. Ça, c'est le miracle, hein. Vous savez, les flammes qui arrivent et tout le monde parle les langues. C'est là qu'on voit les progrès de la déchristianisation. La moitié ne savent pas de quoi je parle. Bueno. Bon, je vais vous répondre et le traducteur va faire ce qu'il peut. Hein. D'abord, la première idée qui a été posée sur la table, c'est celle de la légitimité du Conseil mondial de l'eau. C'est bien comme ça qu'on dit ? Voilà, parce que j'ai commencé à dire l'agence de l'eau, tout le monde m'a engueulé. Le Conseil mondial de l'eau. Non, mais, ok. Je ne suis pas surpris de l'existence de cet organe. Car comment, depuis la fin des rapports de force qui tenaient le monde jusqu'à la fin du système de Yalta, le monde tenait en équilibre sur ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, ou plus exactement le fait qu'il y avait deux systèmes qui se confrontaient. Et il y avait l'Organisation internationale des nations, qui est l'ONU. Voilà. Entre les deux, rien. Virgule, tant mieux. Dès que le système de Yalta s'est effondré, le système de l'Organisation des nations, qui est l'ONU, est devenu instantanément un obstacle à l'impérialisme. Il ne pouvait pas être question pour eux qu'il y ait une quelconque organisation qui prétendent parler au nom d'une régulation collective, qu'elle soit citoyenne, qu'elle s'appuie sur la souveraineté populaire ou la souveraineté des nations. Il fallait donc détruire l'ONU. Les États-Unis d'Amérique, puissance nocive et paranoïaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont commencé par essayer d'assassiner l'ONU en lui retirant leur contribution financière. Et ensuite, de toutes les manières possibles et imaginables, ridiculiser l'ONU et la mettre de côté. Et depuis quelque temps, nous voyons apparaître de manière que vous savez récurrente, le G8, le G20, qui sont des organisations sans aucune légitimité. Et la seule légitimité, même si on voulait parler de questions aussi sérieuses que l'économie, l'échange et le reste, il y a une organisation de l'ONU pour ça. C'est la CNUSED. Cependant, je ne vais pas essayer de dire que la situation de l'ONU est brillantissime. Mais la ligne stratégique sur laquelle nous reconstruirions une diplomatie française, ce serait une ligne altermondialiste dont il faut réunir les conditions. La condition numéro 1, c'est se détacher du suivisme avec les États-Unis d'Amérique. Donc sortir de l'OTAN, pas seulement du commandement militaire intégré, c'est une mesure de bon sens élémentaire, mais de l'OTAN elle-même et construire une autre alliance mondiale. Je l'ai évoqué très rapidement il y a un instant. Mais maintenant, je suis dans le cœur du sujet. Donc la France aurait pour objectif cette sortie et revitaliser l'ONU. Car nous pouvons, nous, 5e puissance économique du monde, avec nos alliés, et notamment avec les nouveaux alliés que nous aurions, notamment en Amérique latine,
où tout le monde a besoin d'une instance de régulation internationale qui ne soit pas dans la main des États-Unis d'Amérique. La preuve, récemment, nos amis ont constitué une organisation des États sud-américains, je dis bien sud-américains et pas latino-américains, pour inclure dedans la visée des peuples indigènes, sud-américains, sans les États-Unis d'Amérique. Bien. Vous voyez que le problème n'est pas posé qu'à nous, les Français. C'est que c'est partout le même problème. Acte 1. Acte 2, avec cette alliance, revitaliser la diplomatie de l'ONU. Ça veut dire qu'on y remet des moyens, qu'on y remet des diplomates qui parlent fort et clair, on y investit les commissions de l'ONU, on fait des propositions et notamment, la France pose sur la table, avec l'aide de ses alliés, l'idée d'une agence mondiale qui dépendrait de l'ONU ou qui réintégrerait l'un des organes de l'ONU. Et c'est à cette agence, à cette organisation mondiale, de prendre en charge l'organisation de la discussion sur le sujet. Troisième volet, nous les Français, on montre l'exemple. C'est-à-dire qu'on met en place une politique de gestion de l'eau qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, prend en charge la totalité du cycle de l'eau et règle à toutes les étapes la double question de la propriété et du sens de la décision. Pas seulement la propriété, car on a déjà connu la propriété collective des moyens de production, mais qui était aveuglée sur la manière de disposer de ces moyens de production socialisés. Par exemple, là en feuilletant, il m'est revenu la mer d'Aral. C'est un exemple. Bon, on ne va pas passer non plus notre vie à faire comme s'il n'y avait eu qu'un crime écologique dans l'histoire, la mer d'Aral, mais c'est grave. Et ça nous montre qu'on n'est pas exempt, nous aussi, de défauts, et qu'on doit s'interroger sur les erreurs qu'on a commises. Pas pour se flageller, s'humilier en public, mais simplement pour réfléchir. Encore une fois, on n'a pas à avoir honte. Il y en a d'autres qui ont commis des bien plus graves, hein, erreurs, au moins aussi graves. Et puis on s'en fout de savoir qui a le prix de l'erreur la plus grave ou la moins grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit responsable et conscient. Donc, en prenant en charge la gestion complète du cycle de l'eau, nous montrons l'exemple. Et comme nous sommes, nous les Français, à avoir chez nous l'une des multinationales de l'eau, nous pouvons prendre des initiatives. Nous pouvons collectiviser. Nous pouvons nationaliser. Puis nous pouvons décider que cette propriété-là, eh bien, elle peut être renégociée dans tous les pays où elle est présente. Et peut-être qu'il faudra faire une remise de propriété aux autres. Je demande qu'on y réfléchisse. C'est pas affaiblir la position de la France de faire ça. On nous dit souvent, mais ah alors le rayonnement international. Mais le rayonnement international, c'est pas de faire une prédation internationale. Et on me dit, mais les entreprises françaises, mais mes amis, on ne vit pas pour les entreprises, on vit pour le résultat de l'entreprise. Et si le résultat qui est visé, c'est avoir de l'eau potable, voilà, c'est ça qui compte. Et je finis en disant, souvent on m'objecte ça en parlant pour les services publics. Ah mais si on n'ouvre pas le capital, on ne peut pas avoir un rayonnement international. Mais je ne comprends pas. Nous n'avons pas créé le service public de l'électricité pour aller faire l'électricité des Anglais. Que les Anglais la fassent eux-mêmes. C'est ça la bonne idée. D'ailleurs, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Nous n'avons pas créé une compagnie du gaz pour aller prendre le gaz et le distribuer, je ne sais où. De même, le travail qui a été fait par certaines compagnies de l'eau dans certains pays où, pour le coup, il n'y avait pas au point de départ la ressource technique. Le travail a été fait. Quel besoin de continuer à posséder? À quoi ça sert? En quoi nous, Français, nous nous serions impliqués par l'activité de Veolia en Argentine? Bon, ça y est, le travail est fait. Eh bien, très bien, pour qu'on ne discuterait pas avec les communautés de la manière de leur rendre. D'ailleurs, je crois qu'elles n'ont pas attendu, elles sont servies directement. Hein, comme ça, le problème est réglé. Bon. Je propose qu'on fasse ça dans l'ordre et que ça nous vaille au moins la sympathie des peuples. Hein, voilà. Donc, nous pouvons montrer l'exemple. Nous pouvons montrer l'exemple et on peut faire plus. C'est-à-dire que nos sociologues, vous voyez, je ne suis pas en train de parler d'économistes, nos sociologues, nos anthropologues, tous ces métiers qui sont aujourd'hui méprisés par les productivistes, les compétitifs, de la flexibilité, blabla, ragnagna, tout ça en une phrase, que nos sociologues, nos anthropologues aillent sur place, apprennent comment les communautés traitaient la gestion de l'eau et ramènent des solutions dont on puisse s'inspirer. Et s'ils nous demandent des solutions techniques, parce que des problèmes techniques se posent, et que nous aurions les solutions, qu'on les donne. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans une logique de coopération, pas de compétition. Et la logique de coopération, sur le long terme, est, messieurs les grands économistes, hein, moins coûteux, plus profitable et plus enrichissant que l'inverse.
Ce sont vos méthodes à courte vue qui ne mènent nulle part, saccagent tout et ne sont pas rentables dans le long terme. Comme je l'ai dit 100 fois, ça vous coûte une personne malade de la soigner, mais ça vous coûte encore plus de ne pas la soigner. Eh bien, c'est pareil pour tous les processus. Voilà, voilà, madame, la réponse que je vous fais. Nous pourrions montrer l'exemple, mais je vais vous dire quelque chose. Si M. Sarkozy est réélu, sauvez-vous vite. Parce qu'il ne fera rien de tout ce que je viens de dire. C'est l'inverse. Il vous fera payer jusqu'à votre propre salive. Merci, Bibania. La confiance en l'autre, la confiance au peuple, je pense que c'est vraiment la base. Et dans le week-end de France et Liberté, c'est ressorti à tous les ateliers. Si vous nous faites confiance, quand le peuple s'est exprimé, si vous nous faites confiance, nous avons les solutions pour améliorer la gestion de l'eau. Le problème, c'est que les élus ne veulent souvent pas faire ce pas, pour d'autres raisons. Nous allons continuer sur l'Europe avec François Cossera, président du MNLE, Mouvement national de lutte pour l'environnement. L'Europe est politique de l'eau, ressource indispensable et solidaire. Oui, ben je vais simplifier ma question parce qu'elle était longue, elle était un peu à la Proust, parce que tout ce que vous avez dit pour l'instant, je pense que nous, en président d'une association qui a 30 ans d'existence, on s'y retrouve bien. Simplement, donc, dans la répartition des tâches, je suis chargé de vous titiller un peu sur l'Europe. Donc la question, elle n'est pas simplement de comment on va utiliser ou résister aux directives diverses et aux projets, mais au-delà, comment on va faire en sorte pour partager avec d'autres, et dans le cadre européen, la stratégie que vous devez définir et à laquelle, je crois, tous les peuples devraient pouvoir adhérer. Donc comment transformer l'Europe pour qu'elle aussi puisse être porteuse d'une planification écologique? Merci beaucoup de la question, elle est rude. Non mais bon, personne dans cette salle ne s'attend à une réponse stupéfiante, hein, j'ai l'impression. Mais je veux quand même vous dire d'abord une chose par un devoir de modestie. Je ne suis pas surpris que vous disiez vous retrouver dans ce que je dis, vu que je vous ai emprunté la plupart de ce que je dis. Aux uns et aux autres. Mais oui, mais je le dis tranquillement. Le rôle d'une formation comme le Front de Gauche, c'est pas de faire croire aux gens qu'elle dispose d'une espèce de capacité prophétique, de vision comme ça qui surgirait. Non. Le Front de Gauche s'est construit en écoutant, en regardant, et puis d'abord il n'y avait même pas besoin de regarder, vu que c'était les camarades qui venaient expliquer ce qu'ils avaient fait dans leurs associations. Je ne veux pas, pour pas gêner quelqu'un ici dans cette salle, mais par exemple, quand le Front de Gauche parle du SMIC à 1 700 €, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est la CGT et quelques autres syndicats sous une forme ou sous une autre. Donc nous avons beaucoup emprunté aux organisations syndicales et aux organisations du mouvement social. Et même si je voulais aller au bout, je pourrais dire nous avons tout emprunté. Ce que nous n'avons pas emprunté, c'est la mise en cohérence du tout, qu'il était de notre tâche de construire. C'est cette cohérence qui s'appelle un programme et qui s'appelle l'humain d'abord. Mais chaque partie constitutive de ce programme vient de la société, non pas parce qu'on a été l'y chercher, mais parce que la société l'y a amené. Donc, en tout cas, c'est notre façon de travailler. Moi, je ne vois pas que ça nous mette une main en dessous de ce que d'autres arrivent à obtenir en consultant des têtes d'œufs et en faisant des colloques entre eux. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ce que nous disons, je vois les réactions, bah, c'est pas trop mal pensé, c'est pas trop mal lié, et beaucoup s'y retrouvent. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous. Voilà, on ne cherche pas à faire croire qu'on était tellement intelligents que voilà, on a trouvé ça sans vous. Ce n'est pas vrai. Bon. Maintenant, je viens sur la question de l'Europe. Nous avons de nombreuses raisons de craindre le pire. Pourquoi? Parce que l'organisation générale de l'Europe est celle de la concurrence libre et non faussée. Premièrement, donc, sous couleur de concurrence libre et non faussée, un dumping social et fiscal que vous connaissez général, et une indifférence ou une incapacité à prendre en compte tous les enjeux du temps long. J'y reviens, la question du temps dans la gestion des affaires publiques est devenue un enjeu. Et souvent, comme le temps est la dimension invisible de l'espace politique, il n'est pas traité. Hein. Or, le temps fait l'objet de domination et de dominer. Bon. Et l'Europe est incapable de cela. Elle est capable de planifier
la désorganisation, c'est-à-dire l'irruption du marché. Car le marché, c'est la désorganisation et c'est le règne du temps court. Ça, ce que je dis est vrai à l'intérieur des frontières de l'Europe et à l'extérieur des frontières, puisque l'Europe impose aux autres son propre mécanisme. Elle dit qu'elle est pour la concurrence libre et non faussée, sans entrave, etc., pour elle et pour les autres. C'est la raison qui l'a conduit, par exemple, à désorganiser tous les ensembles régionaux du monde, et notamment ceux de l'Afrique, où, à la place de l'ancienne politique ACP, nous avons une politique dite APE. Alors, ACP, ça veut dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, et nous avons maintenant des accords de je ne sais plus quoi publics, là, bon, qui veulent tout simplement dire, on vient voir les pays, on leur dit, vous êtes 5 d'accord, très bien, on ne discute pas avec vous, on vous prend un par un. Et une fois qu'on les a un par un, on leur dit, ben voilà, vous levez vos droits de douane, hein, et nous aussi, vous pourrez importer vos marchandises, vous pourrez exporter vos marchandises, et nous, on pourra exporter les nôtres chez vous. Résultat, ils sont morts, et nous, on s'en fout parce qu'ils n'ont rien à exporter. Voilà. C'est ça la logique. Mais ça crée un chaos incroyable dans le monde, vous le connaissez. Naturellement, la première conséquence de tout ça, c'est que c'est une politique radicalement anti-écologiste qui s'applique à l'univers entier. Pourquoi? Parce que partout, à la place de l'agriculture vivrière, qui, elle, n'apparaissait pas dans les comptes mondiaux, vous avez une agriculture d'exportation qui, elle, apparaît parce qu'elle est monétisée. Bon, tout ça, vous le savez mieux que moi, mais je ne pouvais pas passer sur ce sujet sans vous le mentionner et vous rappeler que c'est aussi de ça dont on parle. Donc l'Europe est directement responsable par sa politique économique et sa fichue stratégie de concurrence libre et non faussée, de désastre écologique hors de ses frontières, qu'il ne faut jamais oublier. Deuxième aspect de la politique européenne et de son aveuglement, c'est de foutre du marché partout. Et il y a une invention européenne extraordinaire que vous connaissez, c'est le marché des droits à polluer. C'est une réussite tout à fait extraordinaire, puisque à peine créé, ça a donné lieu à un crash. Parce qu'évidemment, à peine créé, ça a donné lieu à des spéculations sans fin autour de ces fameux droits à polluer. Et maintenant, le commerce, je ferais mieux de dire le trafic des droits à polluer, aboutit à une défiguration de l'organisation industrielle de nos pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage, ça peut être considéré comme un aspect positif, à relocaliser, c'est-à-dire à installer, pour prendre cet exemple, parce que c'est le plus facile à connaître et à comprendre. Vous installez les raffineries à côté de l'extraction, vous pouvez dire, ah ben c'est en circuit court. Enfin, à cet endroit-là, c'est en circuit court. Mais le résultat, c'est quand même que les autres circuits sont des circuits longs, parce que ce n'est ni Bahreïn, ni l'Arabie Saoudite qui va consommer ce qui est produit à cet endroit-là. Donc le côté circuit court est assez relatif. Par contre, ce qui est certain, c'est que ceux qui font ça prétendent que c'est parce qu'en Europe, on aurait besoin moins de produits raffinés. La vérité n'a rien à voir avec tout ça. Nous en avons toujours autant besoin. La preuve, on en importe davantage qu'on en produit. La preuve radicale, c'est qu'on en importe davantage qu'on en produit. Il y a donc un besoin de raffinerie et un besoin de production raffinée, on va dire, sur le vieux continent, et en particulier dans notre pays, la France. Bon, pourquoi font-ils ça? Parce qu'en installant la raffinerie là-bas, ils n'ont plus les mêmes contraintes environnementales que celles qui ont été fixées en Europe. Et donc, ils gagnent deux fois. Ils vont là-bas, ça coûte moins cher à produire, donc ils gagnent sur le prix. Et ensuite, ils viennent en Europe et ils disent, regardez le bilan de Total, nous polluons bien moins qu'avant. Et pour cause, on déménageait. Mais au bureau de la commission, ça apparaît pas. Ils ont pollué moins qu'avant, donc ils augmentent leurs droits à polluer. Ils prennent les droits à polluer et ils les remettent sur le marché des droits à polluer à vendre pour ceux qui polluent davantage. Et voilà comment une décision qui semblait être généreuse, et une fois de plus, comptait... On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Moi, je suis absolument hostile au marché carbone, mais il y a des copains qui pensent que si, que c'est la bonne manière de faire. Bon, je respecte ce point de vue, mais c'est à moi qu'on pose la question, donc c'est moi qui réponds, c'est moi qui ai le micro. Donc ça crée une certaine situation de monopole. Hein. Voilà comment je voulais donner un exemple de ce que je considère comme une politique désastreuse et irresponsable. Alors après, comment peut-on la modifier? Là, c'est un problème de stratégie politique générale. Il y a ceux qui pensent que c'est impossible, qu'il faut donc rentrer à la maison. Alors peut-être que certains dans la salle pensent que c'est une solution, ce n'est pas mon cas. Hein. Je ne le crois ni économiquement, ni financièrement, ni d'aucune manière. Je pense que l'Europe est à nous aussi. Nous, les Français, nous sommes la deuxième puissance et donc on ne peut pas faire l'Europe sans nous. Donc si on a quelque chose à dire, ça s'entend et on est en état, pas par rapport de force, encore que des fois il faut, mais pas simplement parce qu'on est là, puis qu'on a des choses à dire, et puis qu'on a des droits comme les autres, et qu'on a des propositions raisonnables à mettre sur la table. Ce qui est très important, c'est que la radicalité soit une radicalité concrète.
Parce qu'à ce moment-là, on parle à tout le monde. Il faut débarrasser les discussions en Europe du nationalisme. Bien sûr qu'il faut aimer son pays, mais on ne peut pas arriver chez les autres en disant, écoutez, vous, parce que vous êtes des Allemands, non, il y a des Allemands de droite, il y a des Allemands de gauche. Il y a les Allemands qui sont syndiqués et les autres qui ne sont pas syndiqués, comme bien des ballots que je connais ici. Bon. Et voilà, donc nous parlons aux uns et puis nous accordons avec eux. Si nous posons des actes raisonnables, nous pouvons être entendus. Tel est l'internationalisme. Ce n'est pas une espèce de harangue abstraite. Je pense, moi, que, par exemple, la première puissance, pour l'instant, c'est l'Allemagne. Les travailleurs allemands sont d'accord avec nous pour détester que tout soit saccagé, que la nature soit saccagée et qu'on ait des comportements irresponsables. Donc partons de l'idée qu'on peut se faire confiance, comme tu le disais il y a un instant, qu'on peut se faire confiance, qu'on peut s'entendre. Et je pense qu'on peut s'entendre, mais cependant, je n'aurai aucune naïveté. Voilà. Je pense en tout cas qu'en matière de protection et de règlement, de protection environnementale et de règlement de la crise écologique, pour le coup, le repli dans les frontières nationales n'a absolument aucun sens. Je veux dire, ce point-là, au moins, personne ne peut le discuter, ça n'a aucun sens. Et on le prend par le bout qu'on veut, pas seulement l'air qu'on respire, les rivières qui nous arrosent en commun, la mer qu'on partage, et qu'on a déjà tout pourri au nord avec, bon, vous savez tout ça. Bon, donc ça n'a pas de sens. Donc nous sommes en obligation d'entrer dans ce dialogue avec les autres et d'essayer de construire quelque chose de commun. Mais il y a des solutions de droite et il y a des solutions de gauche, pas la peine de rêver. Même s'il y a un intérêt général. Bon. La démarchandisation, l'intérêt général s'imposant aux intérêts particuliers, la République écologique, pardon, il n'y a que nous pour en vouloir. Je dis nous, là, enfin je ne veux pas vous embrigader, mais en tout cas ici, il y en a un au moins, c'est moi. Bon, d'accord, il y en a d'autres dans la salle et autour de moi, mais ils le diront peut-être pas et puis c'est pas le moment. Donc il faut donc créer les rapports de force qui le permettent. Donc là, il y a une bataille politique à mener qui part du fait que la France bifurque. Si la France change de ligne, elle peut entraîner les autres. Si elle ne change rien, il n'y a rien qui changera. Rêvez pas, hein, il n'y a rien qui changera. Donc la catastrophe continuera. Et si vous avez le moindre doute, référez-vous à la conférence de Copenhague, où vous avez vu les malheureux parlementaires européens, t'inquiète pas, je vais finir, se traîner en demandant s'ils avaient la possibilité d'assister aux discussions qui ont eu lieu entre les États-nations et en réalité entre quelques-uns qui, pour terminer, n'ont rien décidé, qu'il vaille la peine qu'on en parle maintenant, sinon que c'est un désastre. De même que c'est un désastre que les autres conférences qui ont eu lieu et qui n'ont pris aucune décision. Là, on en parle, vaut mieux en parler avec le sourire, mais ça situe l'importance aussi de ce que nous allons faire. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu qu'on triche avec cette histoire de planification écologique. Et chaque fois que je rencontre des travailleurs, je leur dis, je vous dis ça, je vais finir sur ça, je vous dis que la classe porteuse de l'intérêt général et de l'intérêt général écologique, ce sont les salariés. Je vous le dis et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont là, le 27 mars ou le 29, à l'usine qui est mon QG de campagne, nous faisons une réunion de l'ensemble des boîtes en lutte qui ont des contre-projets par rapport à la fermeture de leur entreprise ou au licenciement, et tous ces contre-projets ont un contenu écologique. Et s'il en est ainsi, c'est parce que les travailleurs sont les premiers à souffrir dans leur chair de l'usage de produits qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour tous les autres. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont, eux, les cadres, les techniciens, les ingénieurs, en première ligne pour savoir quelles solutions alternatives il est possible de proposer, non pas dans 100 ans, mais tout de suite, d'après l'état des connaissances techniques et matérielles dont ils disposent. Camarades, moi, j'ai pas le... Pardon, pas camarades, mes chers amis, j'ai pas le moindre doute sur le fait que nous saurions très rapidement comment faire pour faire bifurquer le pays. Tout à l'heure, j'étais sur le port, je peux vous dire qu'ils savent comment faire. Hier, j'étais avec des camarades qui sont dans le ferroutage, tout le monde sait comment faire. Et ici, puisqu'on est à Marseille, comment on branche le port avec les voies ferrées, comment on branche les voies ferrées avec la plateforme multimodale qui est là-bas, à Valence, et ainsi de suite. On sait le faire. Hein. On sait le faire encore, parce que les installations sont là, parce qu'il y a le savoir-faire, parce qu'il y a les corporations. Donc voilà comment moi je m'y prendrai. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que dans un bureau, où j'espère ne pas passer beaucoup de temps, hein, puisque j'ai l'intention de jeter la clé à la rivière, et qu'il y aura une constituante pour le faire, eh bien, je sais qu'on ne peut rien faire dans le pays, on ne peut pas faire cette bifurcation seulement d'en haut. On doit la faire d'en haut par les décisions prises et par une insurrection civique qui fait que tout le monde se précipite à aller faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, sous contrôle populaire, même si l'expression peut un peu choquer, moi je sais bien de quoi je parle et que vous faites comme ça, je comprends que vous aussi.
Je reprends le monopole du micro pendant quelques secondes. Donc je peux parler, je peux dire... Non, je vais m'arrêter. Donc, alors, nous continuons avec le MNLE. Catherine Séché, présidente du MNLE 06 dans les Alpes-Maritimes, sur la révision de la PAC en cours, politique agricole respectueuse de l'homme. De l'environnement. En fait, l'agriculture et l'eau, et bonjour déjà, l'agriculture et l'eau et la PAC et l'agriculture. L'agriculture est une des principales causes de pollution des ressources en eau, voire des prélèvements non soutenables. La PAC n'a pas été en mesure d'inverser la tendance. L'évolution souhaitable et de plus en plus souhaitée par la société et les agriculteurs se heurte à de nombreuses difficultés sociales, économiques, agronomiques. Quelles propositions faites-vous, et en particulier au niveau européen, dans le cadre de la révision en cours de la PAC, pour que la ressource en eau soit au cœur de pratiques agricoles respectueuses de l'homme et de la nature? Bon, on va essayer de ne pas faire un tunnel, mais c'est une question aussi, elle, intéressante et vaste. Je ne vais pas la prendre par le problème de l'eau. La gestion du cycle de l'eau va être le résultat du reste. D'abord, la PAC, c'est un objet qui vaut la peine d'être regardé avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Je commence par la part de lumière. La preuve a été faite qu'avec des méthodes de planification, je ne m'interroge pas pour l'instant sur leur contenu, hein, mais avec des méthodes de planification, avec une organisation quasi socialiste de l'échange et de la production, le vieux continent a réussi à être souverain et autonome dès les années 60. C'est-à-dire que ça a été très rapide, très rapide. Ça tient au fait que les bonnes terres sont en Europe, on le sait bien, qu'elles sont productives, que l'Europe est fertile. Bon, mais quand même, ça vaut la peine qu'on s'en souvienne. Le seul domaine dans lequel nous avons été aussitôt déficitaires, c'est que les Nord-Américains, qui voyaient de très mauvais œil la constitution de cette politique agricole commune, ont obtenu qu'un produit ne soit pas mis dans cette production agricole commune, les protéines, le soja et le reste. D'accord ? Il a suffi que ça dépende du marché pour qu'aussitôt on soit en déficit. Et qu'on ait des cycles, comme dans tout produit qui est abandonné au marché. Avec des hauts, avec des bas, avec des périodes où nous on s'en foutait, comme on n'en produisait pas, on se contentait d'encaisser le choc. Mais à l'autre bout, vous aviez des gens, des paysans qui disparaissaient, réapparaissaient, et puis les terres qui se concentraient pour créer d'immenses monopoles que nous avons aujourd'hui au-devant de nous. Bon. Alors, retenons la leçon de tout ça. Premièrement, une politique agricole commune, régulée, maîtrisée et capable de produire des résultats positifs. Faisons le bilan maintenant négatif, la part d'ombre, c'est que tout ça a été fait sous l'empire d'une vision productiviste de l'agriculture qui a conduit à des désastres. Bon, on n'est pas obligé. Alors on va garder le bon, la planification, et on va se méfier du reste, c'est-à-dire le productivisme. La PAC est en train de changer. Pourquoi est-ce qu'elle change? Parce que, contrairement aux apparences, certains syndicats majoritaires, profondément anticommunistes, bestialement anti-gauche, toujours prêts à monter au créneau pour dénoncer la cogestion des syndicats et de l'État de l'éducation nationale, ont co-géré l'agriculture très tranquillement, et on ferait mieux de dire qu'ils n'ont rien co-géré du tout, ils ont décidé tout seuls, de tout pendant des années. Et maintenant, eux-mêmes, le point de concentration où sont parvenues les entreprises agricoles, les fermes, qui fait qu'on a encore perdu une quantité considérable d'entreprises, et qu'au rythme où on va, il faut savoir que dans les 10 prochaines années, 60% des fermes, des paysans vont partir à la retraite. Par conséquent, mes amis, là aussi, nous sommes au moment des choix. Car ce qui va suivre n'est pas forcément réalisable en claquant dans les doigts. La reconstitution d'une agriculture paysanne. Il nous faut 400 000 personnes au travail. Qui est-ce qui est volontaire? Parce que ça s'apprend, hein, paysan. D'accord? Bon, on en a 4 dans la salle, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon. Je termine sur le point où on en est. Donc, ils ont décidé dans ce domaine, comme dans tous les autres, d'installer le marché. Le marché, le marché, le marché. On a des exemples de ce que ça donne. C'est, par exemple, l'élevage porcin en Bretagne. Voilà, là, on peut observer ce qu'est un marché agricole, quand on l'abandonne au marché. Donc, vous avez des cycles. Quand ça vaut la peine parce que la viande de cochon est à un bon prix, tout le monde fait du cochon, on en achète encore et encore et encore, on fait des élevages
Alors 400 truies, non, c'est pas assez. 800, oui, 1000. Alors ils trichent. Mais oui, c'est ça qu'ils font. Hors sol, quelque chose qui est épouvantable. Et comme il y a un lisier pas possible, on en fout partout. Et de réglementation en vote, on demande qu'on étende la possibilité de rapprocher les épandages de lisier des demeures et des habitations. J'ai vécu au Sénat une discussion où on allait passer de 800 mètres à 500 mètres. Ça m'a tellement révulsé, j'ai dit, ben non, dites-leur qu'ils en foutent partout, jusque dans leur maison, pour qu'enfin on comprenne que tout ça est une folie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cycle marche. Vous avez un paysan qui prévend sa production à une entreprise, et tout ça est alimenté au point de départ par la banque. Et le paysan, il est propriétaire de rien, quelque illusion qu'il est sur lui-même, encore qu'il n'y en a plus beaucoup. Il est là, attelé à la tâche, esclavagisé, et arrive un moment où le cours du porc s'effondre, son emprunt il n'est plus en état, l'entreprise est liquidée, elle est rachetée souvent par l'entreprise qui lui passait la commande. Et voilà comment la concentration se fait. La même chose va se produire avec le lait, puisqu'ils vont supprimer les quotas laitiers. Les quotas laitiers, il y a eu beaucoup de protestations en 1975, comme ça, quand on a commencé à les imposer. La FNSEA n'en voulait pas. Ils appelaient ça la taxe à vache. Bon, ils n'étaient pas d'accord. Mais en attendant, grâce aux quotas laitiers, on a pu organiser la production et la maîtriser. À partir du moment où vous n'aurez plus ces quotas, la production du lait, et donc derrière, parce que je suivais bien l'affaire, hein, la production du lait va entrer dans le circuit du marché, et derrière la production de la viande, parce que l'essentiel des bêtes qui sont abattues sont des bêtes de réforme du cycle précédent, c'est-à-dire la vache allaitante. Donc tout ça pour vous dire et vous donner les exemples qui montrent que le modèle de l'agriculture productiviste a une logique folle en soi que rien ne peut jamais arrêter. Et là, la main invisible du marché, elle fonctionne pour éliminer le producteur de trop, mais elle ne répare pas les saccages qu'elle provoque et qu'elle amplifie. Au contraire, plus elle élimine de producteurs, plus elle concentre, plus elle donne lieu à un autre modèle agricole de plus en plus prédateur. Et c'est là qu'arrive la question de la ressource en eau, parce que là aussi, c'est la dimension invisible de tout ça. Planter du maïs à l'endroit où il faut des quantités invraisemblables de flotte pour arriver à le faire pousser, foutre du nitrate à travers les lisiers en quantité absolument inouïe, et une agriculture qui utilise les records d'Europe et pas loin d'être record du monde pour l'usage des pesticides. C'est ça la situation de l'agriculture française. C'est avec ça qu'il faut rompre. Et l'eau fait partie de l'ensemble du cycle naturel qui est détruit. Il n'y a aucune considération puisque ce modèle agricole détruit aussi les agriculteurs, non seulement en tant qu'entité économique, mais physiquement. C'est dans l'agriculture que nous avons la prolifération la plus forte de certains types de cancers qui sont liés directement aux produits qui ont été utilisés. Donc la question de l'eau dans l'agriculture ne peut pas se penser comme une régulation sympathique du modèle capitaliste de l'agriculture agriculture capitaliste verte. C'est une rupture vers l'agriculture paysanne. Mais l'agriculture paysanne, premièrement, il faut trouver les bras et les têtes. Parce que contrairement à ce que dit Madame Le Pen, le travail manuel, ça n'existe pas. Le travail manuel, c'est toujours du travail intellectuel. Donc il faut former les gens qui aillent faire le travail. Et puis deuxièmement, l'agriculture paysanne, ça coûte plus cher. Mais il faut l'admettre, sinon ça. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps. Bon, et voilà. Et comme ça prend plus de temps, donc c'est plus cher. Alors comment on fait pour régler le fait qu'on ne veut pas qu'à la sortie, ça se traduise par un appauvrissement de la classe ouvrière, qui ne pouvant se procurer le bon manger, ne mange plus du tout, ou bien mange n'importe quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons donc 2 points de blocage à déverrouiller. Ça a un rapport avec la flotte, tout ce que je raconte. Hein. Il y a 2 endroits où il faut déverrouiller. Ou plus exactement, il faut verrouiller. Nous voulons une agriculture paysanne pour que l'agriculture soit respectueuse de l'environnement. Ça nous coûte plus cher. Donc, nous voulons que les prix ne soient pas répercutés violemment sur le consommateur salarié à qui ça baisse le pouvoir d'achat. Comment on s'y prend? Premier verrou, dans les intermédiaires. On règle la question des coefficients multiplicateurs. Ce n'est pas possible qu'on continue à acheter à 1 aux paysans pour le retrouver à 15 dans l'assiette. Voilà. Donc, sur la distribution, on met un coefficient multiplicateur. S'ils ne sont pas d'accord, on réquisitionne et on confisque. Parce que le résultat d'avoir concentré comme ça la distribution, je leur rappelle, c'est que ça les rend plus faciles à confisquer et à nationaliser. Parce que nos prédécesseurs auraient dû
nationaliser ou collectiviser 20 000 boutiques, nous, c'est 3 enseignes. Alors là, je les préviens amicalement. Hein. C'est pour dire, faut pas trop nous chercher. Faut pas trop nous chercher parce qu'on pourrait nous trouver très vite. Donc là, des coefficients multiplicateurs. Et enfin, au bout de la chaîne, nous avons les salariés. Et les salariés, pour qu'ils puissent faire face à l'augmentation nécessaire dans l'intérêt général, je dis bien dans l'intérêt général, et dans leur intérêt à eux, parce que s'ils mangent mieux, ils seront moins malades. S'ils sont moins malades, ça coûtera moins aux comptes sociaux. Et la nation sera moins souvent privée des capacités humaines dont elle dispose. Que faut-il faire? Il faut augmenter les payes. Parce que si vous augmentez les payes, ils sont en état de faire les achats qui coûtent plus cher. Voilà pourquoi, je vous le redis à vous, comme je l'ai déjà dit aux autres, augmenter le SMIC, c'est une mesure écologique. Nous recevons pour la 5e question Stefania Molinari, avec un bel accent italien. Conseil d'administration de la coordination Eau-Île-de-France. Elle s'occupe plus particulièrement des animations de rue, nouvelle forme d'expression de l'espace public, on m'a précisé. Bonjour à toutes et à tous. Avec les gaz de schiste qui font pchit. Donc oui, c'est une question sur un sujet qui est vraiment d'actualité et très sensible en France aujourd'hui. C'est sur la question de l'exploitation des gaz et pétrole de schiste, qui constitue une menace sans précédent sur l'environnement et plus en particulier sur l'eau, et notamment à cause des quantités d'eau qui sont prélevées et des conséquences en termes de pollution. Or, malgré l'opacité entretenue autour des permis et des conditions d'exploitation, un profond mouvement de résistance s'est développé en France. Est-ce que tu as une question sur la table? Jusqu'à présent, le gouvernement joue la montre et s'efforce de rendre acceptable l'inacceptable. Donc la question, c'est de savoir si vous seriez prêt à renoncer à cette filière qui est insoutenable et si vous seriez prêt aussi à défendre cette demande auprès de nos partenaires en Europe. Alors, merci de la question. J'ai eu la chance d'être dans les premiers moments de la mobilisation contre l'exploitation des gaz de schiste, puisque je vais vous dire que c'est José Bové qui m'a alerté, comme on se trouvait au Parlement européen ensemble, et à partir de ce moment, toutes les organisations du front de gauche ont participé à la bataille contre l'exploitation des gaz de schiste. Et je peux le dire sans réserve, à notre place, hein, on ne fait pas les malins, on n'est pas plus important que d'autres, mais on fait le travail, on se mobilise, on est présent et on lutte. Alors, naturellement, nous sommes contre, pour plusieurs raisons. La première, c'est le dégât que cela provoque. Je pense que maintenant, le bilan est fait un peu partout. Le dégât que cela provoque, d'abord parce qu'on prélève beaucoup d'eau, ensuite parce qu'on la mélange avec des produits dont on ne sait pas au bout du compte s'ils sont réellement en totale innocuité, au moins pour ceux qui les utilisent, là où on le projette. Et enfin, il y a la question des nappes phréatiques. Ça, c'est le premier élément pour lequel ce constat, semble-t-il, n'est discuté par personne, sauf par les gens qui ont intérêt à exploiter ça et qui racontent bien ce qu'ils veulent. Mais nous savons où nous en sommes. Deuxième niveau, qui est plus important et structurel. La ligne de la question énergétique pour le front de gauche se concentre sur deux questions. Le référendum sur le nucléaire, qui est en réalité un référendum sur quelle politique énergétique. Je le mets de côté parce que ce n'est pas le sujet à cet instant. Mais je viens au point numéro 1, que souvent on oublie, qui est dans notre programme, en même temps qu'on parle de cette affaire du référendum sur le nucléaire, la sortie des énergies carbonées, qui est un objectif qui a à voir avec ce que nous avons dit tout à l'heure, l'élévation dramatique des gaz à effet de serre. Mes amis, je fais une petite pause. Il est certain, quelle que soit par ailleurs la discussion qui peut continuer pour savoir qui c'est qui est à l'origine, est-ce que l'activité humaine y est et est à l'origine du dérèglement climatique ou pas. Vous voyez, par respect, je veux bien admettre qu'il y ait un point d'interrogation. Personnellement, je n'en mets pas. Pour les raisons mêmes
qui tiennent à la nature de ce qu'on appelle le système climatique, qui est un système par définition métastable, c'est-à-dire hautement instable. Et donc certains que s'il y a un dérèglement qui proviendrait de cycles longs de la nature, de toute façon, l'activité humaine est nécessairement impacte ce système compte tenu de sa fragilité en tant que système. Hein. Pareil, là, on ne va pas faire un cours de sciences dures, mais les camarades qui m'ont expliqué ça, il y a quelques années, d'ailleurs convaincus que ça a été vrai aussi pour les sociétés, qu'il y avait des systèmes métastables et qu'on pouvait les percuter avec de petites énergies. C'est ce que nous faisons avec le Front de gauche. Et vous voyez que le résultat n'est pas exactement dans l'effet papillon. Mais je viens sur... je finis moi-même par me perdre dans ce que je raconte, à force de faire des tiroirs comme ça. Donc j'étais sur sortir des énergies carbonées. Et le problème que nous avons avec le climat, bon, par conséquent, quand bien même, supposons, ce serait sans conséquence de prélever ces gaz et de travailler ces bitumes, que de toute façon, ce sera un problème, parce que ce n'est pas de cela dont nous avons besoin à l'étape actuelle. Nous avons besoin d'autres énergies. Voilà. Alors j'ai entendu depuis peu, mon camarade François Hollande dire on pourrait peut-être regarder si il est prouvé que ça n'a pas de conséquences. Bon, c'est pas la peine, on ne regardera rien du tout, parce qu'on est déjà au courant. Bon, il faut se renseigner, il faut sortir le dimanche. Bon. Voilà, on est déjà au courant, on sait que ça ne marche pas, donc c'est pas la peine de commencer à tortiller et à la fin on va se retrouver dans un imbroglio, on ne saura plus où on en est parce qu'on aura dit oui à l'un, non à l'autre, peut-être que au troisième et ainsi de suite. Non, il faut dire non. Mais par contre, il faut aussitôt qu'on dise comment on va s'y prendre pour prélever une énergie nouvelle abondante. C'est là que viennent deux autres questions qui n'ont rien à voir avec les gaz de schiste, mais qui ont à voir. Je mets de côté le photovoltaïque, sujet de querelles et de remarques de toutes sortes. Mais pour ce qui concerne, à Marseille on peut en parler, de la réserve maritime, c'est-à-dire de l'énergie gratuite pour le coup, enfin elle ne sera pas gratuite parce qu'il faut installer, hein, mais permanente, que fournit la houle et les mouvements de la mer et les différences de température entre la surface et les eaux profondes, ça c'est là. Et comme nous sommes, nous les Français, avec 1000 km de côte, et que nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, on serait bien des ballots si on n'était pas capable de dire voilà ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on sait faire quelque chose? Oui, on sait faire. Et je voudrais signaler qu'il y avait une très bonne idée qui avait été trouvée par la direction de la région La Réunion, quand c'était le Parti communiste réunionnais qui dirigeait la région avec Paul Vergès, qui était l'autonomie énergétique de l'île. Et ils avaient mis en place tout un plan qui combinait l'énergie de la mer, primo, que moi je propose de développer massivement pour que nous soyons les premiers et les meilleurs avec tout ce que ça veut dire. Il y a un travail fantastique à faire. Il y a le truc, le tapis qui flotte sur la houle, mais il y a aussi les grandes barres qu'on plonge dans l'eau, et puis le bouchon qui monte et qui descend, et la transformation de cette énergie mécanique en énergie électrique. Donc nous, les Français, on va mettre à contribution nos ingénieurs, nos ouvriers spécialisés, c'est ça qu'on va faire. Et on va en foutre partout. Hein. Enfin, on discutera de l'impact, évidemment, mais on va en mettre partout où on peut, parce que ça, on sait que c'est écologiquement soutenable. Et le deuxième aspect, puisqu'ils veulent faire à tout prix des trous, hein, tant qu'à faire des trous, que ce ne soit pas pour aller chercher des gaz de schiste, mais que ce soit pour la géothermie profonde. Là, je sais que ça soulève des fois du scepticisme. Moi, je suis un fan de la géothermie profonde. D'accord ? J'ai été voir les deux centrales bouillantes dans les Caraïbes et Soultz-sous-Forêt, là-bas à côté de Strasbourg. Bon. C'est pas un bon exemple, Soultz, parce que c'est de la... Ils creusaient pour aller à 5000 mètres, en cours de route à 3000, ils ont trouvé de l'eau chaude qui est de la saumure, ils l'ont remontée, bon, c'est un autre problème. Mais, donc, il nous reste encore à mettre au point les techniques, mais on sait le faire, il y a des pays qui le font, qui ont commencé à le faire. Hein. On fait des trous à 5000 mètres, on y met de l'eau, elle remonte, ou on prend l'eau qui s'y trouve, elle remonte, ça remonte de la chaleur, et on l'utilise. Voilà. Là, c'est un projet qui est... où il nous faut peut-être 100, 200, peut-être 300 centrales comme ça. On fait des trous, on a besoin des aciers fins. Donc, on ne ferme pas les aciéries. Deuxièmement, on a besoin de construire autour du trou une capacité à récupérer la chaleur excédentaire de celle qui n'est pas utilisée pour produire de l'énergie électrique. Ça veut dire le chauffage urbain. Donc là, les amis, il faut se déplacer. Ou c'est le trou qui vient à la ville, ou c'est la ville qui va au trou. Mais il y a là un mouvement à faire. Ça, je parle pour la géothermie profonde, parce que la géothermie de surface, déjà, on peut exploiter. Moi, je viens d'un département, l'Essonne, où on utilise déjà la géothermie de moyenne profondeur. Hein. Autour de Montgeron, tout ça, bon, on chauffe comme ça. Puis il y a d'autres endroits où on va sans doute chauffer comme ça.
Gabriel Amar, il va chauffer avec je ne sais pas quoi, mais il suffit qu'on lui donne une idée nouvelle, il va le faire, lui, les trous et le reste. Et à côté des lacs de l'Essonne, il y a la flotte. Bon. Alors, la géothermie profonde, si je l'évoque, c'est parce que c'est pour montrer que le point de vue de l'écologie politique n'est pas un point de vue contre-industriel, anti-industriel, anti-progrès, anti-science, c'est tout le contraire. Il faut qu'on arrive à produire les aciers qui nous permettent de remonter cette fichue flotte de 5000 mètres plus bas avec des effets de corrosion qui sont terribles sur les aciers. Nous avons besoin de savoir où on trouve. Ensuite, on va mettre en place des centrales électriques pour tirer de cette chaleur de l'énergie électrique, qui sera de l'énergie électrique propre cette fois-ci. Bon, jusqu'à temps qu'on trouve le moyen de la stocker, l'électricité. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc, puisqu'on ne sait pas le faire, on fait comme ça. Voilà. Alors, ça part des gaz de schiste, mais ce que je veux montrer, c'est qu'à chaque fois, nous devons avoir une réponse qui est d'un caractère tranché. Ça ne peut pas être oui, peut-être bien que, en même temps que, etc. C'est oui ou c'est non. Vous voulez des gaz de schiste ou pas? Bon, je réponds non. Mais en même temps, je me mets à la hauteur du débat. Ça ne peut pas être de dire simplement « Ah, j'ai peur parce qu'on va tout casser, etc. » Je suis conscient du fait qu'il y a des problèmes. Il faut que nous ayons un accès plus puissant à une énergie plus abondante. On en a besoin, nous, les êtres humains. Nous allons être 9 milliards bientôt. On est déjà 7 milliards. Et moi, je préférerais que mon pays exporte des centrales de géothermie profonde que des centrales nucléaires, quand même. Parce que la maintenance, mes amis, la maintenance d'une centrale géothermique, c'est d'un niveau de qualification et d'un environnement social beaucoup plus simple à gérer qu'une centrale nucléaire. Je dis ça pour ceux qui seraient pour le nucléaire dans cette salle, qui comprennent et qui comparent les choses. C'est beaucoup plus facile de mettre ce type de centrale à disposition des gens qui manquent d'énergie que d'y aller avec une centrale nucléaire qui nécessite une formation de main-d'œuvre et un contrôle politico-social dessus qui est d'un niveau extrêmement élevé. Donc il ne faut surtout pas exporter les centrales nucléaires. Il vaut mieux exporter des centrales de géothermie. Ça a à voir avec le gaz de schiste. Ce que je voudrais, c'est que nous, on ait une réplique à chaque fois. Voilà ce que je vous dis. La radicalité, mais la radicalité concrète. Je vous propose la géothermie. Bon sang de bois, pourquoi vous n'en voulez pas? Qu'ils me le disent. Pourquoi ils n'en veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas des mouvements de la mer? Elle est gratuite. Pourquoi ils veulent à tout prix aller chercher ce foutu gaz de schiste? Pourquoi? Voilà l'explication que nous devons obtenir. Et comme ça, vous renversez la charge de la preuve. Moi, j'en ai assez que nous passions, nous, pour des passéistes qui ont peur, qu'on vienne sans arrêt nous raconter l'histoire de la caverne éclairée à la bougie. Hein. Ceux qui nous éclairent à la bougie et qui veulent nous renvoyer dans les cavernes, c'est ceux qui ont inventé une connerie, comme d'aller foutre de la flotte partout pour dégueulasser les nappes phréatiques profondes, qui vont nous empêcher demain d'avoir un accès à l'eau potable, et de certaines nappes phréatiques, il ne faudra pas y toucher, comme la nappe du Précambrien qui se trouve sous la région parisienne. Pas question d'y toucher. Mais vous savez, c'est très dur de résister. Hein, il faut une volonté politique d'acier pour résister. Je me rappelle d'un débat au Conseil général de l'Essonne où IBM menaçait de fiche le camp si on ne lui permettait pas d'aller pomper l'eau pure qui est dans la nappe phréatique qui se trouve là, celle du Précambrien. C'est ça qu'ils voulaient toucher. On leur a dit, ben non, c'est comme ça, on s'en va, au revoir. Bon, on dit finalement, on reste. Eh ben oui, ben bien sûr, il fallait résister. Et on leur a dit, si vous avez besoin d'eau pure, vous n'avez qu'à vous la fabriquer. Voilà, vous fabriquez de l'eau pure, vous rendrez service à tout le monde. À chaque fois, il y a un enjeu. La volonté politique, il y a une nécessité, la radicalité concrète, et il y a un troisième élément, c'est être capable de répondre aux problèmes qu'ils sont censés, eux, qu'ils prétendent, eux, régler avec leur méthode qui ne marche pas. Voilà. Merci Stéphania. Merci Stéphania. Nous allons continuer en gardant ce mot de pourquoi. Pourquoi Jean-Claude Oliva va nous demander, donc président de la coordination Eau Île-de-France, qui a été créée en 2008, une centaine de membres d'usagers, des associations. Il va nous parler de la démocratie, de la consultation sur le choix de la gestion. Et là, je crois que le mot de pourquoi, avec énormément de points d'interrogation, va avoir une grande réponse. Oui, bonsoir à tous. En France, les usagers citoyens sont marginalisés dans la gestion de l'eau. Ils sont ils sont souvent mal informés et rarement consultés sur les décisions essentielles. Par exemple, quand se pose la question du choix du mode de gestion public ou privé. Et donc, et pourtant, c'est une décision qui est importante parce qu'elle a des conséquences, je dirais, dans la vie quotidienne. Elle a des conséquences sur le tarif, sur la facture d'eau que chacun paye. Et puis, c'est une décision
dont l'application dure longtemps. Cette décision, son application, elle peut durer plusieurs mandats d'élus. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Et dans le même temps, l'intérêt des citoyens, il est très fort. Il ne se dément pas. Dans la dernière période, il y a eu un référendum d'initiative populaire en Italie sur ces questions qui a constitué vraiment un raz-de-marée en faveur des idées de gestion du nos bien commun. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a des exemples dans les villes allemandes. Il y a quelques jours, au début du mois de mars, il y a eu une votation citoyenne qui a été organisée à Madrid aussi pour garder la gestion publique du canal Isabelle II. Donc voilà, les citoyens sont là, ils sont là pour défendre l'intérêt général quand on les laisse s'exprimer. Et donc la demande que je vous fais, la proposition sur laquelle je vous demande de vous prononcer, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait consulter de façon systématique les citoyens chaque fois que se pose la question du choix du mode de gestion, donc consulter la population qui est concernée par ce choix? Quand la question, la question de la citoyenneté et de son domaine de compétence, la réponse théorique pour nous, c'est que la République doit être partout. Et le mot République, bon, c'est pas telle ou telle République, c'est l'idée de la gestion de la cité par les citoyens, l'exercice du pouvoir, sous le double empire. Premièrement, on décide tous, mais on décide pas en croyant seulement en fonction de ce qui est bon pour soi, mais ce qui est bon pour tous. C'est pourquoi c'est pas seulement une démocratie, mais une république, la Respublica. Dans le passé, nous à gauche, on était essentiellement branchés sur la République doit entrer dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on y est toujours. Hein. Et c'est le cas pour le Front de gauche. Suivant la belle phrase de Jaurès qui disait le français, la Révolution a fait le français roi dans la cité, mais l'a laissé serf dans l'entreprise. C'était ça sa formule. Donc la question des droits civiques des travailleurs dans l'entreprise, des salariés, on va dire, pour que le mot travailleur ne donne pas l'impression de réduire le champ, l'ensemble des salariés est posé. Et nous la réglons, nous, dans le cadre de ce que nous appelons la 6e République. Nous pensons que cette 6e République, dont il va être question le 18 mars à la Bastille, puisqu'on appelle à un rassemblement, ne doit pas être simplement une réforme des institutions politiques au sens traditionnel du terme. Elle doit inclure. Mais il y avait un angle mort, je le reconnais, qu'on a essayé de commencer à traiter. Bien sûr, des collectivités locales animées par des élus du Front de gauche ou d'autres d'ailleurs, pour pas non plus qu'on s'approprie comme ça toutes les bonnes idées, ont fait le choix de la gestion publique, souvent à l'issue d'une conviction politique qui est née parmi eux et qui a dû se mener à travers des batailles. Et souvent, ils font un vote. Par exemple, Gabriel Amar, il a fait sa transition en faisant une votation citoyenne, parce que c'était quand même pas n'importe quoi que de foutre dehors Veolia, c'est ça qu'ils ont mis dehors? La Suez. Veolia. Bon, des vampires, quoi, je sais pas quel est le nom, bon. C'était compliqué et donc ça a aidé le vote pour avoir le rapport de force et la légitimité pour dire on vous épluche. Bien, maintenant, il faut aller au-delà. Moi, en travaillant, y compris en sachant que j'allais venir là, on réfléchissait comment on peut répondre à des questions comme celle-là. J'en ai listé au moins une dizaine. Bon, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la première idée, celle de mettre la règle verte dans la Constitution. Ça, c'est sur les finalités. Puis après, sur la citoyenneté. Je pense qu'il y a 2 étapes. Premièrement, le moment où un bien est déclaré bien commun. Il y a 2 étapes à la décision. Est-ce que ceci ou cela est un bien commun? Quand le bien en question fait l'objet de la propriété collective, pour le coup, c'est un bien commun, on va pas revenir dessus. C'est un bien commun. Donc, son usage, là, le cas va être simple. Il y a le cas où le bien en question n'est pas propriété publique, n'est pas propriété collective. Donc là, il y a un premier temps où on fait s'exprimer les citoyens. Est-ce que ceci ou cela doit être retiré du marché parce que c'est considéré comme un bien commun? Premier niveau. Deuxième niveau, une fois qu'on a décidé que c'est un bien commun, est-ce qu'on le traite sous le régime de la citoyenneté et de la propriété collective ou est-ce que c'est traité par le marché? Donc c'est là qu'on rejoint le cas numéro 1 que j'ai laissé de côté. Vous avez un bien public.
Normalement, on n'y touche pas. Quelqu'un veut y toucher, bon, il y a une nouvelle majorité municipale, on s'incline. Il y a une majorité, il y a une majorité. Et elle décide que eh bien, l'eau qui était publique va devenir privée. Là, nous pouvons créer, dans ce cas, comme dans le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, l'obligation de consultation des citoyens. Je ne sais pas si le bon mot juridique, ce sera impliqué ou concerné. Hein, parce que impliqué, ça peut être dans le champ, je ne sais pas quelle est la largeur du champ. Par exemple, pour l'eau, c'est un bassin. D'accord? Les citoyens concernés, c'est ceux d'un bassin. Quand il s'agit de prendre des décisions par rapport à une rivière, c'est sur l'ensemble du cours. Donc, l'idée sur laquelle on est arrivé, c'est lister les biens communs et rendre possible la décision publique pour décrire comme bien commun ceci ou cela à l'initiative d'une collectivité locale, d'un référendum d'initiative populaire. Et une fois que la décision est prise, ou lorsque le bien est déjà commun, toute modification de son statut, la Constitution prévoirait, dans le cas des biens communs, hein, l'obligation de la consultation des populations impliquées. Voilà la solution que j'ai trouvée pour répondre à cette question en discutant avec les camarades du Front de gauche. Et donc, ça créerait en quelque sorte un droit nouveau qui est une citoyenneté nouvelle sur les biens communs. Mais j'ai voulu régler les deux aspects. Quand il existe et quand on peut décider collectivement. On dit, tiens, on n'y avait pas pensé, je m'excuse, mais il y a 40 ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui disait que l'eau était un bien commun. C'était pas comme ça qu'on parlait. Bon, entre-temps, on s'en est rendu compte. Peut-être que demain, vous déciderez que l'air est un bien commun. Et qu'à partir de là, ben, ça vous donne un droit. Vous avez le droit de décider si oui ou non certaines activités sont licites ou pas. Ou si vous en interdisez certaines. On y viendra, mes amis, vous le savez bien. Même si dans les écoles du matérialisme historique, on continue valeur d'usage et valeur d'échange. Et quand on arrive à quel est le bien qui n'a pas de valeur d'échange, on répond l'air. Parce que cette fois-ci, on se dit au moins ça n'a pas de valeur d'échange. Raté, il y a des droits à polluer. Merci. Merci Jean-Claude.